Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, j'accompagne depuis plus de 10 ans entrepreneurs, TPE, PME et même les plus grosses structures et services marketing dans leur communication, leur marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils en passant par la formation. Cette semaine, grâce à Sylvain, on aborde la notion de limite du marketing d'un point de vue créatif en termes de support, en termes d'organisation. Donc on a vu le sujet d'hier que vous retrouverez en lien dans la description de cette vidéo sur jusqu'où peut-on aller dans la promotion de son entreprise en termes de support. Et pour recentrer, réorganiser les choses, je vous propose aujourd'hui de voir donc ou de revoir que les actions de communication organisées, c'est vraiment le nerf de votre marketing. Alors pour ça, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs choses, mais il est important vraiment de reprendre en compte que vous avez différentes notions. Il y a une notion d'organisation, d'accord ? C'est un petit peu la notion de cascade. Les choses vont arriver en cascade, on va les amener progressivement. Un exemple que je pourrais donner sur la bonne utilisation du mailing, par exemple, où on a donc peut-être un opt-in, et on va pouvoir envoyer un deuxième message qui va nous présenter, parce que celui qui télécharge notre opt-in, il ne nous connaît peut-être pas. Donc on va lui envoyer un message de bienvenue, de bonjour, de resituer un petit peu qui on est. Peu importe, ça peut être du texte, ça peut être de la vidéo, il peut y avoir de l'image, on n'est pas dans le contenu à proprement parler, on est vraiment dans l'organisation du message, parce que c'est lui qui va vraiment venir développer les choses et pousser la relation à se développer. Et c'est vraiment ce que l'on recherche en termes de support de communication. Et même si je vais prendre l'exemple du mailing qui sera peut-être plus facile à comprendre, on va avoir cette même notion par rapport au tunnel d'acquisition qu'on a revu hier, qui va vraiment se jouer et qui va permettre de développer ce relationnel avec les gens, d'accord ? Encore une fois, on remet le marketing sur son alter ego, le plan humain, d'accord ? Si on rencontre quelqu'un dans la rue et qui vient nous dire « achète ma paire de chaussettes, c'est la meilleure », on fuit. Eh bien, ça va être les mêmes réflexes sur les stimulus marketing que l'on va pouvoir faire auprès de son audience. Donc l'idée, c'est d'y aller mollo, pas trop agressivement. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment faire attention d'ailleurs quand on va promouvoir un produit ou un service, parce que oui, ça nous arrive, on va pas dire qu'on le fait jamais. Mais quelqu'un qui vient de télécharger notre opt-in et à qui on n'a pas préparé de séquence de bienvenue pour pouvoir développer ce relationnel, va se retrouver d'un seul coup avec un mail agressif pour lui, parce qu'on va lui proposer un produit. Parce qu'en fait, il a intégré notre mailing list, donc du coup, après, il prend la suite. Sauf que du coup, ça fait fuir, parce que les gens se disent « Ouh là 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 là, je le connais même pas, il m'agresse tout de suite avec ses offres promotion, je me casse ». C'est très français, mais c'est comme ça. Donc il faut vraiment faire avec ce genre de choses. Et c'est exactement là où tous les supports vont devoir s'appuyer les uns sur les autres et se développer au fur et à mesure ensemble. Donc, je reprends mon exemple, vous mettez un flyer, admettons, dans les boîtes aux lettres qui va présenter le service de plomberie que vous faites. J'essaie de prendre des exemples un petit peu différents pour parler au maximum de monde par ici. Finalement, bien, moi qui aurais peut-être besoin d'un plombier, si ça tombe à pic, effectivement, je vais peut-être l'appeler. Du moins, je vais essayer de me renseigner. Donc, parce que les gens n'aiment pas l'inconnu, encore une fois. Donc, même à partir d'un flyer, les gens vont googliser. 96% des gens googlisent dès lors qu'ils sont intéressés par quelque chose ou quelqu'un. Donc, l'idée, c'est d'avoir un site web qui va pouvoir réellement leur présenter une véritable vitrine de ce que l'on fait, de nos valeurs, de nos créations, de comment on aborde les choses, d'avoir peut-être des ressources quand c'est possible de le faire. Je considère que c'est possible dans toutes les cas de figure et dans tous les corps de métier. Après, il faut se donner la peine de le faire. Mais ça, c'est un autre sujet. L'idée, c'est que voilà, à partir du site web, ils vont pouvoir se faire une idée un peu plus développée de l'image qu'ils ont vue vis-à-vis du flyer. Ensuite, c'est le fait de mettre peut-être les contacts de manière assez visible pour pouvoir pousser à l'action. Si je garde mon exemple de plombier, on va l'appeler quand on en a besoin. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en gros plan sur le flyer des éléments de contact qui vont vraiment pouvoir pousser les choses et vous apporter
en tant qu'entrepreneur, hein, la visibilité de contact. Parce que finalement, on revient à notre schéma, vous savez, des objectifs entre notoriété, affectif, donc convaincu que c'est la bonne personne, et surtout le dernier, le passage à l'action. Là, pour le coup, notre passage à l'action vis-à-vis du plombier, celui qu'on attend, ça va être le coup de fil, ou éventuellement le mail, mais en général, c'est un coup de fil. Donc, si on veut un coup de fil, il faut que le téléphone il soit mis en gros. Ça peut paraître bête, mais des fois, on n'y pense absolument pas. Donc, ce sont ces éléments-là qu'on va vraiment venir mettre en avant. Et donc, on va pouvoir aussi développer les choses. Je vous prends un exemple, parce que je l'ai fait pour une copine qui est coiffeuse. Je lui ai dit, c'est pas parce que vous offrez du contenu, notamment sur Internet, que vous allez perdre en clientèle. Bien au contraire, c'est parce qu'on va trouver beaucoup de ressources à votre sujet que les gens auront beaucoup plus tendance à vous faire confiance et à venir chez vous. Donc moi, j'ai proposé à une de mes amies coiffeuses de créer un blog où elle va parler des coiffures, des chignons, où elle va pouvoir parler de l'entretien des couleurs, où elle va parler... Voilà, mais ça, et même de faire des tutos sur comment est-ce qu'on peut faire, surtout en période de Covid où les gens, où les professionnels sont fermés, comment faire sa couleur toute seule. C'est pas parce que je vais trouver un tuto qui va répondre à l'instant T à mon besoin de refaire mes racines que je vais plus aller chez le coiffeur. Bien au contraire, je vais pouvoir me rendre compte de la difficulté, je vais le faire parce que j'ai pas le choix, mais dès que ça rouvre, j'y retourne. Et le fait d'avoir eu un guide qui me permette de le faire proprement de chez moi, va me pousser à avoir vraiment plus confiance en la personne qui a créé ces contenus. Et si c'est une personne qui est proche de chez moi, puisque là on est sur du marketing hyper local, dans le cadre d'une coiffeuse ou même d'un plombier, ça va vraiment nous amener à avoir quelque chose, à créer une relation sans avoir rencontré la personne, qui va nous amener à aller chez elle par la suite ou à faire appel à ses produits et services. Donc le principe là, c'est vraiment de mener ces fameuses actions. Donc vous voyez, si je reprends, on peut avoir des plaquettes qu'on laisse chez le buraliste, à la boulangerie, si on reste sur du local. On pourrait par la suite, dans un deuxième temps, distribuer quelques cartes de visite en boîte aux lettres ou un petit courrier pour expliquer un petit peu ce que l'on fait, comment vous le faites, etc. Ou votre plaquette, hein, ça répond aussi à ça, et qui va permettre d'aller construire cette fameuse relation. Alors oui, il y a de la perte, c'est pour ça que c'est pas fort. La distribution en boîte aux lettres, aujourd'hui, elle n'est pas rentable, parce que les impressions coûtent très très cher, et le rendement, le fameux ROI, est très très minime. C'est-à-dire on n'est même pas à 0,2%, on est à bien moins, on est à 0,01%. Donc du coup, il faut vraiment sélectionner, c'est pour ça, ces supports. Et la sélection vient à la fois de son audience, mais également de la rentabilité espérée et estimée de ces actions de com. Si ça coûte trop cher parce qu'il y a de l'impression, parce qu'il y a des envois papier, parce qu'il y a plein de choses comme ça, alors c'est pas la bonne chose. Contrairement, par exemple, à mes clientes secrétaires, à qui je produis et je crée des identités, certes, mais surtout des plaquettes, parce que en B2B, la notion d'envoi papier, ça reste quelque chose de palpable qui reste, contrairement au digital qui lui va s'effacer. Donc l'avantage, notamment en B2B dans le cadre de mes secrétaires, quand elles font une plaquette et qu'elles l'envoient, certes ça a un budget, sauf que ça reste, parce que l'entreprise en général ne jette pas, mais va classer les prospectus qui l'intéressent, ceux qui vont le plus la marquer, ceux qui ont la communication la plus authentique, c'est-à-dire le message qui va vraiment toucher à sa problématique, ils vont les garder, les stocker, et le jour où ils en ont besoin, ils les ressortent, et ils rappellent les gens. Donc, on peut tomber au bon moment, au bon endroit, premièrement, ce qui fait que ça crée effectivement du business, mais on peut aussi travailler sur du plus long terme, parce que les supports vont être conservés. Et c'est aussi dans cette démarche-là qu'il faut faire les choses. Donc, on organise vraiment. Donc là, je reprends mon idée de plaquettes. J'ai envoyé des plaquettes à des entreprises parce que j'essaye de les démarcher. Forcément, je me suis fait un listing, j'ai un contact. Je peux prendre l'idée de les appeler pour savoir s'ils ont bien reçu, ce qu'ils en ont pensé. Parce que l'avantage de prendre la température auprès des entreprises, justement, c'est de pouvoir voir si oui ou non ça les intéresse ou pas, et de pouvoir les balayer. Là, on revient dans la qualification d'audience qui nous permet d'avancer sur une liste qui sera vraiment probante. Et on va pouvoir continuer par la suite.
on peut leur envoyer un petit courrier quelque temps après pour savoir où ils en sont, pour connaître leurs besoins. Là encore, si on s'intéresse aux prospects alors que on ne va pas chercher à leur vendre quoi que ce soit, c'est comme ça qu'on va créer la relation et que nos actions de communication viennent s'imbriquer les unes avec les autres. Et c'est vraiment ce schéma-là que je souhaite mettre en avant aujourd'hui pour vous montrer que tout est lié, d'accord ? Quand on complète un opt-in et qu'on s'inscrit pour une checklist sur un sujet particulier, on n'aime pas avoir le mail promotion qui arrive derrière ou le mail ou un mail complètement générique et hors sujet. L'idée, c'est de pouvoir faire, et c'est là que l'automation vient en ligne de compte et est très très intéressante, c'est qu'on va pouvoir vraiment travailler sur ce contenu-là en fonction des idées que la personne a choisi. Si j'ai un opt-in sur le développement personnel, sur comment me sentir mieux chez moi, eh bien, je vais peut-être lui envoyer une série d'emails, à la fois pour faire connaissance, donc un mail de présentation, également des mails avec certains articles dans cette thématique-là, pour respecter son intérêt, avant de pouvoir l'élargir. Moi, ce que j'adore faire aussi, c'est régulièrement leur envoyer une petite enquête qui va leur dire « Ok, alors quels sont les sujets qui vous intéressent ?» de manière à les qualifier. Ce qui fait que je vais pouvoir envoyer du contenu dédié à certains abonnés et un autre dédié à d'autres, parce que le mail générique ne suffit pas aujourd'hui. Et ça fait un bail. L'article que j'ai écrit, c'était en 2017, l'hyper-personnalisation, c'est vraiment la clé de votre marketing. Je l'ai écrit, vous voyez, il a plus de 4 ans aujourd'hui, cet article-là, et il est toujours d'actualité, parce que les gens ne veulent plus se sentir un poisson au milieu de l'océan, mais veulent se sentir unique et au centre de l'intérêt de la personne qui va le cibler. Voilà, je cherchais le terme, j'allais dire lui écrire, mais non, on n'est pas uniquement dans le mail. On va être un petit peu de partout. Et c'est la même manière pour les réseaux sociaux. Après, d'ailleurs, chaque support a, on l'a déjà vu, ses propres règles et ses propres présentations. Une plaquette, par exemple, ça reste très institutionnel, où on va parler de généralité, où c'est de la communication dite institutionnelle. C'est vraiment très important. Je vous remettrai le lien de la vidéo dans la description du live du jour. Mais là, ça reste de la communication très informative. D'accord ? Les réseaux sociaux, eux, alors la page redevient un peu plus vitrine, mais on est vraiment dans la réponse à la communauté. L'idée, c'est de créer des liens et de les faire agir pour engager sa communauté. C'est là qu'on va pouvoir poser des questions, c'est là qu'on va pouvoir faire des jeux, c'est là qu'on va pouvoir faire un certain nombre de choses qui vont venir nourrir, notamment dans le cadre du New Turning Content, qui vont venir nourrir ce que vous allez pouvoir produire par la suite, que ce soit en termes d'articles de blog, de vidéos, d'email marketing. On va se nourrir de sa communauté pour pouvoir lui donner des contenus réellement intéressants pour elle. Et les réseaux sociaux vont vraiment répondre à ça. On est social sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que depuis 2 ans maintenant, la vente devient de plus en plus difficile. Alors, il n'y a qu'Instagram qui tire son chapeau parce qu'il fait office de boutique en ligne aujourd'hui. Mais on ne vend plus sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont l'entrée du tunnel d'acquisition et absolument pas le terminus qui permet de vendre ses offres. Quand on repositionne justement chaque support dans sa bonne utilisation, c'est là qu'on va pouvoir maximiser et organiser ses actions de communication. Par exemple, comme je le disais, on a un opt-in qui demande pas un mail, mais qui invite à un groupe pour avoir les documents gratuits, le document concerné, sur lequel les gens vont pouvoir s'intéresser, voir qui est là, voir qui échange, les discussions qu'il y a les uns avec les autres, et c'est comme ça qu'on va la faire grandir et qu'on va pouvoir la tester. Je reprends souvent l'exemple de mon ami Lionel, des savons de Lionel, qui a une communauté qui est extraordinaire d'ailleurs. Sylvain, je crois que tu es modérateur du groupe, où on est plus de 10 000 aujourd'hui sur ce groupe-là. Alors, les savons de Lionel, je crois que c'est clair. Il est devenu savonnier, il vend ses propres savons bio, etc. Sa communauté, elle, c'est sur le DIY, le do-it-yourself. Tout ce qui va se faire à la maison, tout ce qu'on va pouvoir faire, et les gens vont échanger. Et moi, je trouve que c'est un très très bon exemple de création de communauté, parce qu'elle est en dehors de son champ d'action. Il ne cherche pas des clients pour sa savonnerie,
ils cherchent des gens qui sont intéressés par le naturel, par les produits bio, par les choses qui sont faites maison, pour pouvoir, eh bien, il a des actions, créer des offres. Voilà, moi j'adore son offre savon moche, justement, c'est les savons ratés qu'il va vendre à prix cassé, qui ont, mais en quelques heures, il arrive à vendre ses stocks. Donc justement, il a un ROI, un résultat de son action de com qui est extraordinaire vis-à-vis de ce groupe-là. Parce que les gens échangent, parce que c'est bon enfant, parce que on trouve tout un tas d'astuces et de réponses. Quand on sait pas, on pose la question, puis on a toujours pas mal de réponses, parce que justement, on est dans une communication une communauté, qui est engagée, avec une communication engagée aussi, puisque Lionel, il poste ces articles de blog qui sont pas forcément reliés à la savonnerie, mais aussi au do-it-yourself. Donc, ils proposent vraiment des contenus qui vont pouvoir intéresser les gens. Et au final, on est sur une communauté qui est regroupée par rapport à la valeur et par rapport aux attentes du bio, du naturel, de l'utilisation zéro déchet, etc., etc. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. Chercher à avoir des clients dans un groupe Facebook, aujourd'hui, ça ne marche pas, parce que c'est que l'entrée du tunnel et aujourd'hui, Facebook redevient à l'origine de son utilisation, c'est-à-dire sociale. Et les gens sont là, soit pour avoir que du gratuit, soit pour de l'entraide, mais certainement pas pour acheter des produits au premier abord. Après, c'est sûr que quand ils voient la qualité de l'intervenant, la qualité du créateur du groupe, eh bien, ça va leur donner confiance et ils seront beaucoup plus à même d'aller acheter les produits et services, mais c'est un travail de longue haleine. Et là, vous voyez que par rapport à l'organisation des actions de communication, on a des opt-in, on a des invitations à droite à gauche, et on va à l'intérieur même du groupe, donc vous voyez, on n'est pas obligé non plus d'être multi-support pour pouvoir faire ce travail de contenu, mais ce travail de contenu-là, il va être très important pour pouvoir animer cette fameuse communauté. Aujourd'hui, d'ailleurs, si je reste sur la notion de communauté, c'est ce qui est le plus compliqué. C'est moi-même ce que j'ai expérimenté, ça a super bien marché pendant 3 ans, et au final, j'ai fermé mon groupe tout simplement parce que il était trop chronophage pour moi et ne me rapportait absolument rien. Il y a eu un moment donné, il faut aussi rester dans ses baskets de chef d'entreprise, et quand on analyse ses supports de communication, si le temps passé ne rapporte rien, alors ça ne vaut rien comme action. Et ça fait partie d'une histoire d'organisation de sa communication. Puis il y a une notion de lassitude, et moi-même, j'étais déprimée et je m'ennuyais, ça devenait difficile pour moi de programmer tout cela. Donc j'ai dit, stop, j'arrête complètement, ça ne sert absolument à rien. Mais l'idée principale était bonne, mais voilà, ça a duré pendant 3 ans, ça a été une super expérience avec tous mes bises, puisque je les appelais comme ça, mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout valable. Donc l'organisation de sa communication, elle vient aussi là-dedans, c'est le fameux multicanal. On va parler de choses très terre-à-terre, très institutionnel, puisque c'est le mot du jour, sur des supports, sur des premiers supports, les premières touches avec les gens, d'accord ? Les premières fois qu'ils nous rencontrent, on parle de choses complètement génériques, et puis on va rentrer dans un peu plus de détails au fur et à mesure qu'on va pouvoir aller les toucher, que ce soit par le biais de flyers, que ce soit par le biais de posts sur les réseaux sociaux, sur des groupes ou pas d'ailleurs, on va aller développer la relation avec eux. C'est pour ça que la notion de promotion, juste mise en avant, genre de son contenu, c'est complètement bidon. Parce que, les gens ne vont être intéressés que par le contenu gratuit que vous ferez. Et 2, ils voient la chose venir en plein milieu. Et ça sert à rien. Comme les fameux posts, alors je comprends que ça fasse de l'animation, je l'ai fait moi aussi. Quand on dit, allez-y, c'est le post du jeudi, faites votre pub, puisque c'était le jour du jeudi, où tout le monde fait sa pub, finalement tout le monde arrive uniquement pour ce post-là et ne participe jamais. Donc ça tue la communauté, là encore. Et c'est pas des gens qui sont prêts à acheter vos produits et services. Tout est là dans ce tout petit choix. C'est d'identifier la bonne cible et d'avoir une véritable communauté qui va être des clients
potentiels. Et c'est là où tout va se jouer. Vos actions de communication, elles doivent vraiment se centrer sur la cible pour s'assurer d'avoir de véritables clients. Il vaut mieux avoir une liste de 20 personnes, de 20 emails, avec des gens qui achètent tout le temps, que 2000 mails de gens qui sont en fait pas intéressés, parce que ce sont des concurrents qui viennent bouffer votre contenu, parce que ce sont des gens qui sont des bouffeurs de gratuit et qui n'achèteront jamais, et que dans tout ce lot de 4000 mails que vous pourriez avoir, en fait, il y a 3 réels clients possibles. Là, on n'a pas un taux de rentabilité suffisant et intéressant pour pouvoir développer quelque chose de pérenne vis-à-vis de son entreprise. Et c'est là souvent que on a du mal à lâcher en tant qu'entrepreneur, et je finirai là-dessus. C'est que, oui, ces analyses, elles sont essentielles pour pouvoir développer son entreprise, parce que une action qui marche pas, il faut l'arrêter. Et moi, ce que je vois beaucoup depuis 10 ans, c'est des gens qui insistent, ça fait partie des biais cognitifs, qui se disent que vu l'investissement, ils veulent pas arrêter, alors qu'en fait, repartir de zéro et reprendre sur de bonnes bases, ça aura beaucoup plus d'impact et il y aura probablement beaucoup plus de résultats que si on a quelque chose qu'on essaye de continuer alors que ça fait belle lurette que ça ne marche pas. Ça ne sert absolument à rien si ce n'est à vous épuiser, à vous faire perdre du temps et de l'argent. Donc là encore, maximiser ces actions, on en a déjà parlé, mais l'organisation vis-à-vis de ces actions, c'est celles qui vont pouvoir fluidifier et développer la relation avec vos interlocuteurs dans le but de les donner, de les amener à vous considérer comme réellement, devenir des acheteurs, je vais y arriver, de vos produits et services. Les autres ne servent à rien. C'est pour ça que je vous parlais de faire le tri dans vos mailing lists, parce que c'est ultra important. Tous les gens qui sont en concurrence avec vous, ils n'achèteront jamais vos produits, même quand on fait de la formation, et je vous parle par expérience. Tous ceux qui sont dans les groupes juste pour pomper les gratuits et qui n'ont jamais rien acheté, c'est pas intéressant non plus. Donc là, pareil, j'ai envie de vous poser le défi. Si vous avez des groupes, si vous avez des choses comme ça, si vous cherchez à développer une communauté, je vous invite à créer une communauté de clients, parce que ceux-là seront beaucoup plus à même de vous acheter à nouveau des produits et services s'ils ont été satisfaits, et ce sera une véritable base avec ce qu'on appelle la cooptation, c'est-à-dire que seuls les gens que eux connaissent ont le droit d'intégrer votre groupe, et donc il y a une espèce de mécénat qui se crée, mais au moins on a une communauté de qualité, c'est-à-dire de réels clients potentiels. C'est tout là l'art de la communication, mais on verra ça sur un autre sujet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si jamais ça vous a inspiré, que vous ne me connaissiez pas, n'hésitez pas à liker la page, vous abonner à la chaîne YouTube, et dans les 2 cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Il y en a 4 par semaine sur Facebook et 3 sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la suite. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais j'espère que ça va dépoter. Si vous avez des idées, là encore, commentaires. Et je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée. Ciao!